Rue au-dessus de Pokrovsk, des machines à ailes rotatives sont apparues. Selon des informations provenant de sources bien informées, l'une d'elles a déposé une petite unité de force spéciale de la direction principale du renseignement ukrainien. On suppose que leur mission consistait à aider les unités bloquées. Le débarquement s'est effectué dans des conditions d'obscurité presque totale, avec une couverture nuageuse et des éclairs sporadiques par l'ennemi d'artillerie lointaine. Au début, l'opération s'est déroulée comme prévu. L'équipement fonctionnait de manière coordonnée, l'appareil a maintenu l'altitude assignée et les combattants ont rapidement quitté la machine. Cependant, quelques instants plus tard, le silence a été rompu par des tirs d'armes automatiques. Il s'est avéré que le lieu de débarquement était sous le contrôle de l'armée russe. Comme il s'est avéré plus tard, l'affrontement a été bref mais brutal. Les informations sur l'incident ont d'abord filtré non pas dans les médias ukrainiens ou russes, mais dans la presse britannique. Les correspondants de The Economist et d'autres publications ont reçu des images du champ de bataille de la part ukrainienne. Dans la capitale britannique, ces matériaux ont immédiatement attiré l'attention. Dans le contexte des publications continues sur la situation du front, tout matériel exclusif est perçu comme une sensation. Cependant, même les journalistes qui connaissent bien les sujets militaires ont constaté que l'opération semblait risquée et insuffisamment réfléchie. Selon diverses sources, l'affrontement s'est terminé rapidement. Les unités russes ont ouvert un feu nourri sur le groupe qui avait débarqué. Il est à noter que les 11 combattants qui ont participé à l'opération ont été neutralisés. Plus tard, le ministère de la Défense russe a confirmé l'élimination du débarquement et la suppression de la tentative elle-même. Au matin, des images des affrontements nocturnes, des éclairs de lumière dans l'obscurité, des bruits de drones et de brèves négociations radio ont commencé à apparaître sur les chaînes Telegram. Les enregistrements vidéo ont montré à quel point il est difficile d'agir dans de telles circonstances. Selon des observateurs, même les moyens personnels de guerre électronique, qui aidaient initialement à abattre les drones, n'ont pas sauvé la situation. Lorsque des appareils à commande par fibre optique et à optique nocturne sont entrés en attaque, l'avantage est allé à ceux qui contrôlaient l'espace aérien. Des sources ukrainiennes ont reconnu plus tard que l'opération n'avait pas donné les résultats escomptés. Les objectifs précis de la sortie restent inconnus. Certaines sources émises affirment que le groupe tentait d'organiser un corridor d'évacuation. D'autres pensent qu'il s'agissait d'une mission de reconnaissance ou de la transmission d'un message aux unités encerclées. Mais quel que soit le but initial de cette mission, le résultat a été catastrophique. Pendant ce temps, la situation directement à Pokrovsk devenait de plus en plus critique. Selon des informations provenant de chaînes militaires locales, environ 60% de la ville est passée sous contrôle russe. Certaines sources parlaient même de 80%. Cependant, la vérification de ces données est difficile. On ne sait qu'une chose. La ligne de contact de combat passe directement à travers les bâtiments résidentiels et la situation reste extrêmement tendue. Entre-temps, je vous rappelle que les dernières nouvelles ne se trouvent tantôt que sur la chaîne Canador. Abonnez-vous pour rester au courant de ce qui se passe. Les habitants qui se trouvent encore dans la ville signalent des bombardements incessants et des problèmes de communication. L'évacuation est pratiquement impossible. Les routes sont sous le feu et la circulation est contrôlée par les deux parties au conflit. La ville est progressivement isolée. Les sources ukrainiennes reconnaissent la perturbation de l'approvisionnement des unités et le mouvement des équipements est rendu difficile par les champs de mines et les frappes de drones. Des informations privilégiées provenant de Kiev indiquent que l'ordre de retrait des troupes n'a pas encore été donné. Officiellement, les dirigeants déclarent que Pokrovsk est maintenu et que la situation est sous contrôle. Cependant, dans des commentaires officieux, les militaires reconnaissent la gravité de la situation. Plusieurs officiers travaillant dans la zone des opérations décrivent ce qui se passe de manière laconique. Nous sommes au fond du sac. Dans ce contexte, des événements diplomatiques se produisent également. La Lituanie a soudainement fait preuve de sa volonté de prolonger le transit du gaz russe vers l'oblast de Kaliningrad. Cette nouvelle a été accueillie avec étonnement car les relations entre les États restent tendues. Cependant, comme le soulignent les économistes, la décision est principalement liée à des intérêts financiers. Le transit génère des revenus et
Au prix actuel de l'énergie, Vilnius ne souhaite pas perdre une source de profit. Selon les médias lituaniens, des négociations avec la partie russe sont en cours. La possibilité de conclure un accord à court terme avec une révision du coût des services est en discussion. La Commission européenne est informée du processus et le président lituanien Gitanas Nausėda a déclaré la possibilité d'une coopération dans le respect des intérêts nationaux. Et bien que le commandement des deux parties essaie de garder un ton calme dans les déclarations officielles, sur le terrain, c'est différent. Les habitants de la ville, militaires et civils, vivent dans un état de tension continue. Chaque jour apporte de nouveaux défis et chaque mètre de territoire est acquis à un prix extrêmement élevé. La nuit dernière près de Pokrovsk a été peut-être l'une des plus tendues de la période récente. Dans le ciel, selon des témoins oculaires, des drones ont tourné presque sans interruption. Leur bourdonnement silencieux était déjà perçu comme un bruit de fond. Toutes les quelques minutes, des éclairs apparaissaient à l'horizon, courts, brusques, comme si la respiration de la ville se mettait à scintiller de la lumière des explosions. Les frappes d'artillerie se sont succédées et au matin, il est devenu clair dans les rues que la ligne d'affrontement s'était rapprochée du centre. Les unités d'assaut russes, selon des sources, ont pu prendre pied dans plusieurs quartiers à l'est de la gare. L'avancée a été lente mais stable. Des drones de reconnaissance ont été utilisés, coordonnant les frappes et aidant les groupes d'assaut à contourner les positions fortifiées. De l'autre côté, les unités ukrainiennes ont essayé de tenir la défense en utilisant les passages souterrains, les sous-sols et les bâtiments détruits. La guerre dans de telles conditions se transforme en une série de courtes poussées, mètre par mètre, maison par maison. Parfois, les combats se déroulent littéralement pour un seul hall d'entrée où chaque côté contrôle son étage. Dans de tels moments, il est difficile de parler de stratégie. Tout se décide en un instant, l'endurance et la communication entre les combattants. Les sources officielles ukrainiennes rapportent que la ville n'a pas encore été abandonnée. Cependant, des observateurs indépendants notent la situation extrêmement difficile des défenseurs. L'approvisionnement en munitions est limité, l'approvisionnement en nourriture et en médicaments est presque impossible. Même les drones, qui étaient auparavant utilisés pour la livraison de petites cargaisons, sont désormais de plus en plus souvent des cibles. Les opérateurs russes mènent une véritable chasse à ces appareils, essayant de les intercepter en vol. Selon certaines estimations, jusqu'à 6000 militaires ukrainiens pourraient se trouver dans la ville et ses environs. C'est un chiffre approximatif, mais il montre l'ampleur de l'encerclement. Des sources indiquent que des tentatives de rupture du blocus ont été faites à plusieurs reprises, mais sans succès. Pendant ce temps, l'optimisme officiel est maintenu à Kiev. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il contrôlait la situation et le commandant en chef Oleksandr Syrsky a présenté un rapport soulignant la stabilité du front. Cependant, les messages non officiels des officiers proches de la ligne de front sont tout à fait différents. L'un d'eux, qui s'est présenté sous le nom de code Alex, a décrit brièvement ce qui se passait. Nous sommes au fond du sac. Selon lui, la défense tient avec ses dernières tank force et tout mouvement nécessite une coordination avec plusieurs états-majors. Nous perdons des positions non pas par manque de courage, mais par manque de coordination, a-t-il ajouté. Pendant ce temps, les unités russes continuent de resserrer l'étau. Des postes d'observation ont été installés dans plusieurs zones permettant de contrôler les routes et les approches. Des caméras thermiques et des systèmes de vision nocturne sont utilisés, ce qui rend même les sorties nocturnes extrêmement dangereuses. Il est intéressant de noter que la veille de ces événements, le président russe a proposé d'autoriser des journalistes étrangers à se rendre dans plusieurs localités, dont Pokrovsk et Kupiansk, avec une suspension temporaire des tirs pendant plusieurs heures. L'initiative a suscité une large réponse, en particulier parmi les médias occidentaux. Certains analystes ont suggéré que c'est à la veille de ce voyage que Kiev a tenté de mener cette opération des forces spéciales, peut-être pour modifier le tableau d'information. Cependant, la tentative s'est soldée par un échec et Pokrovsk est maintenant un autre point où l'effet médiatique s'est avéré plus fort que le résultat militaire. Des déclarations sont faites des deux côtés, mais sur le terrain, il ne reste que le silence entre les combats
et les rues détruites. La nuit, lorsque les bombardements se sont temporairement calmés, les habitants ont tenté d'évaluer les dégâts. De nombreuses maisons sont endommagées, les lignes électriques sont coupées, une partie de la ville est privée d'électricité et d'eau. Les personnes qui se trouvent encore dans des abris disent que la communication avec le monde extérieur ne se maintient que par de courtes sessions de communication radio. Certaines familles partagent les dernières réserves de nourriture, espérant que des couloirs humanitaires finiront par apparaître. Pendant ce temps, des informations ont commencé à apparaître dans les bulletins d'information concernant de graves problèmes dans le secteur énergétique ukrainien. Plusieurs grandes infrastructures ont été endommagées. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé que des coupures de lignes électriques et une réduction temporaire de la puissance avaient été enregistrées dans un certain nombre de centrales nucléaires ukrainiennes. Kiev a déclaré que cela créait une menace pour la stabilité du système énergétique et a appelé les organisations internationales à prêter attention à la situation. Les sources russes, à leur tour, ont assuré qu'il n'y avait aucun risque pour la sûreté nucléaire et que les dommages aux lignes n'avaient pas affecté les systèmes clés. Des experts indépendants ont tendance à penser qu'il s'agit plutôt de problèmes techniques et des conséquences de la surcharge du réseau que d'une menace directe d'incident. Tout cela se produit dans le contexte de la saison froide, lorsque la consommation d'électricité augmente. Kiev est obligé d'introduire des programmes de coupure de courant afin d'équilibrer la charge. Dans certaines villes, l'électricité est fournie pendant quelques heures par jour. Les transports en commun fonctionnent avec ces interruptions et une partie du métro est en mode utilisé comme refuge. Malgré toutes les difficultés, les hostilités ne s'arrêtent peut-être pas. Chaque camp s'efforce de conserver l'initiative. Les unités russes renforcent leur groupement dans le sud-est et les Ukrainiens tentent de stabiliser la ligne de défense plus près de Mirnograd. Les analystes notent que des semaines de combats de rue prolongés pourraient se profiler à l'horizon, où l'avancée ne se mesure pas en kilomètres, mais en bâtiments. À Kiev, les appels à un regroupement des forces et à la recherche de réserves se font de plus en plus entendre. Certains commentateurs politiques parlent avec prudence de la nécessité de revoir les objectifs stratégiques. Cependant, aucune décision n'a encore été prise. Un ton ferme est maintenu dans les déclarations publiques. L'Ukraine continue de se défendre et compte sur le soutien de ses partenaires. Abonnez-vous à la chaîne Commandor pour être toujours au courant des événements les plus récents sur le front. Alors que le front oriental reste au centre de l'attention, des événements non moins notables se déroulent dans d'autres régions. À Severodvinsk, où se trouvent les plus grandes installations de construction navale du pays, a eu lieu la cérémonie de lancement d'un nouveau sous-marin nucléaire appelé Khabarovsk. L'événement s'est déroulé sans trop de faste, mais son importance est difficile à surestimer. Le ministre de la Défense Andrei Belousov a assisté personnellement à la cérémonie et a souligné que l'introduction de Khabarovsk dans la flotte n'est pas simplement une étape technique, mais une étape importante dans le renforcement de la capacité de défense des frontières maritimes. Le sous-marin a été construit par l'entreprise Sevmash et sa création est le résultat d'un travail de plusieurs années des ingénieurs et des concepteurs du bureau central de conception Rubin. Selon les données officielles, le nouveau sous-marin est destiné à effectuer des tâches dans l'intérêt de la marine en utilisant des systèmes d'armes modernes, y compris des complexes robotisés à diverses fins. Dans les prochains mois, le navire subira une série de tests, après quoi il sera accepté dans la composition de combat. Andrei Belousov, dans son discours, a remercié tous ceux qui ont participé au projet, notant leur professionnalisme et leur dévouement à la cause. Il a également souhaité à l'équipage des essais réussis et une navigation sans accident. L'atmosphère de l'événement, selon les personnes présentes, était à la fois solennelle et professionnelle. De nombreux spécialistes ont vu dans ce lancement non pas simplement le lancement d'un nouveau navire, mais un symbole de la poursuite de la tradition de la construction navale nationale.
Les médias ont accordé une attention particulière à l'armement présumé de Khabarovsk. Selon les informations publiées par un certain nombre d'agences, c'est ce navire qui deviendra le porteur des tout nouveaux appareils sous-marins sans pilote Poséidon. L'amiral Viktor Kravchenko a précisé que le projet avait été créé spécialement pour ce système et que ses essais ne prendraient pas plus de 6 mois. Poséidon est une direction particulière dans le développement des armements maritimes. Il s'agit d'un appareil sous-marin doté d'une centrale nucléaire capable d'opérer sur d'énormes distances et de rester longtemps en mode autonome. En substance, il combine les fonctions d'une torpille et d'un drone. La principale caractéristique est un rayon d'action presque illimité, ce qui rend le système unique dans sa catégorie. Les publications étrangères ont également réagi à la nouvelle. Le Washington Post, dans son article, a noté que Poséidon est considéré comme faisant partie de l'équilibre stratégique des forces. Le journal a cité l'analyste militaire Michael Peterson qui a qualifié l'appareil de techniquement ambitieux et a noté que ses capacités dépassent de loin tout ce qui est actuellement en service dans le monde. L'article soulignait que l'idée de tel développement ne vise pas à l'escalade, mais plutôt à la création d'un système de dissuasion qui rend l'utilisation de la force absurde. Dans le même temps, les experts ont convenu qu'une plateforme sous-marine d'un nouveau type pourrait changer l'approche des opérations stratégiques dans l'océan. Des sources russes ont indiqué que des essais du Poséidon lui-même avaient été menés parallèlement à l'introduction de Khabarovsk. Selon les données préliminaires, les paramètres techniques ont confirmé les caractéristiques déclarées. Le chef du comité de la Douma d'État pour la défense, Andrei Kartapolov, a noté que les essais avaient été menés avec succès et avaient démontré le haut niveau de l'école d'ingénierie nationale. Dans ses commentaires, il a exprimé l'idée que le développement de systèmes sous-marins n'est pas simplement une course à l'armement, mais une percée technologique capable d'affecter l'équilibre des forces dans l'océan mondial pendant des décennies. Pendant ce temps, la réaction outre-mer ne s'est pas fait attendre. L'ancien président américain Donald Trump a déclaré dans son discours que les États-Unis ont l'intention de reprendre leurs propres essais dans ce domaine, dans des conditions égales avec les autres puissances. Il a souligné que l'Amérique conserve son leadership dans les technologies militaires, mais doit tenir compte de l'émergence de nouveaux défis. Dans son discours, publié sur le réseau social Truth Social, il a exprimé l'idée de la nécessité de maintenir la parité technologique. Trump a noté que les États-Unis disposent des sous-marins nucléaires les plus puissants et continuent de développer des systèmes de dissuasion stratégique. Les experts à Washington ont accueilli la déclaration de manière mitigée. Certains l'ont considéré comme une manœuvre préélectorale et une partie de la rhétorique intérieure, d'autres comme un signal que le dialogue international sur le contrôle des armements redevient d'actualité. Cependant, la position officielle de la Maison-Blanche reste pour l'instant mesurée. Aucune décision concrète concernant la réalisation d'essais n'a été annoncée. Revenant au Poséidon, les analystes des chaînes Telegram Chronique Militaire ont présenté leurs calculs sur la puissance possible de cet appareil. Selon leurs données, la charge équivaut à 15 à 20 mégatonnes, ce qui en fait l'arme sous-marine la plus puissante de l'époque moderne. Les cibles potentielles en théorie pourraient être de grandes bases navales et des installations côtières. Cependant, les spécialistes soulignent que le concept même du Poséidon ne repose pas sur son utilisation mais sur un facteur de dissuasion. Les commentateurs occidentaux qualifient une telle stratégie de réponse asymétrique au développement des technologies de missiles. Son essence est de montrer la possibilité de moyens de défense alternatifs et de renforcer ainsi la position du pays sur la scène internationale. Les ingénieurs participant au projet hésitent à partager les détails, mais on sait que le système de contrôle de l'appareil utilise l'intelligence artificielle et peut s'adapter aux changements d'environnement. Cela fait du Poséidon non pas simplement une arme, mais un complexe technologique de nouvelle génération. Parmi les marins, Khabarovsk a déjà été surnommé l'invisible. En raison des particularités de sa conception et de son système de réduction du bruit, le sous-marin devrait être presque invisible pour les stations hydroacoustiques modernes. Comme le disent les spécialistes, il est plus facile de l'entendre dans les nouvelles que dans l'océan.
Pendant ce temps, les préparatifs pour les essais en mer se poursuivent à Severodvinsk. L'équipage suit des entraînements, les systèmes de sécurité sont mis au point et les ingénieurs suivent attentivement tous les indicateurs. Si tout se passe comme prévu, Khabarovsk pourra prendre la mer dans quelques mois. Alors que le front reste au centre de l'attention, une autre histoire non moins remarquable se déroule à l'autre bout de l'Europe. À Vilnius, des négociations se poursuivent sur une éventuelle prolongation du transit du gaz russe à travers le territoire lituanien vers l'oblast de Kaliningrad. Cette nouvelle a été annoncée de manière inattendue. Il y a peu de temps encore, de nombreux experts estimaient qu'un tel accord était exclu. Mais la réalité économique s'est avérée plus forte que les slogans politiques. Selon les données des publications locales, les entreprises énergétiques lituaniennes ont déjà discuté avec leurs partenaires russes des détails d'un éventuel contrat. Il ne s'agit pas d'un accord à long terme, comme c'était le cas auparavant, mais d'un accord à court terme valable pour quelques mois ou un an. En échange, un prix plus élevé pour les services de transit. La Commission européenne a été officiellement informée du déroulement des négociations. Les représentants de la Lituanie soulignent que toutes les décisions seront prises en tenant compte de la législation européenne et en coordination avec Bruxelles. Le président Gitanas Nausėda a déclaré que Vilnius n'a pas l'intention de renoncer à des décisions pragmatiques si elles sont avantageuses pour le pays et ne contredisent pas ses obligations internationales. Les experts notent que la situation autour du transit est un exemple de la manière dont l'économie est capable de rechercher des compromis. Même dans un contexte de tension politique, le système énergétique de la région est étroitement lié et une certaine flexibilité est nécessaire pour la stabilité des approvisionnements. Pendant ce temps, l'attention des analystes se tourne à nouveau vers les événements dans l'est de l'Ukraine. Les combats près de Pokrovsk ne cessent pas, mais leur intensité diminue progressivement. La fatigue est observée des deux côtés, l'équipement est usé, les munitions sont consommées lentement. Les unités russes continuent de renforcer leur position dans la partie centrale de la ville et les forces ukrainiennes, selon diverses sources, se concentrent plus près de Mirnograd. Le sort de l'agglomération de Pokrovsk n'est pas encore auprès de l'ONA. Certains experts estiment que la ville pourrait passer entièrement sous le contrôle des troupes russes dans les prochaines semaines. D'autres supposent que la ligne de front se stabilisera ici pendant longtemps. Quoi qu'il en soit, Pokrovsk est devenu l'un de ces endroits où la guerre a montré son visage le plus lourd et épuisant, sans déclaration tonitruante ni victoire rapide, mais avec une tension constante et une lutte quotidienne pour la survie. Dans ce contexte, la situation du secteur énergétique ukrainien reste difficile. Après les récentes dégradations des infrastructures, une partie des régions vivent encore selon des programmes de coupure de courant. Le gouvernement introduit des mesures temporaires essayant de maintenir le fonctionnement des installations essentielles. Les partenaires internationaux promettent une aide à la réparation des réseaux, mais le processus s'étendra sur des mois. Les habitants du pays sont déjà habitués aux interruptions. Le soir, de nombreux quartiers sont plongés dans la pénombre. Les rues ne sont éclairées que par les phares des voitures et les rares fenêtres où se trouvent des générateurs. Malgré cela, les transports et les services de subsistance continuent de fonctionner et les organisations de bénévoles aident les personnes dans les zones proches du front. Dans l'espace informationnel, les appels à la recherche d'une solution diplomatique se font de plus en plus entendre. Dans le contexte de la fatigue et de la prolongation du conflit, certains analystes internationaux suggèrent que les deux parties pourraient à terme passer à des négociations, bien qu'aucun signe de mesure concrète dans cette direction ne soit visible pour l'instant. Pendant ce temps, la Russie mise sur le renforcement de la défense et le développement de nouvelles technologies. Après le lancement de Khabarovsk, l'attention des experts militaires se concentre sur les prochains essais du Poséidon et la modernisation de la flotte sous-marine. Ces projets sont considérés comme faisant partie d'une stratégie à long terme visant à maintenir l'équilibre stratégique et la sécurité des frontières maritimes.